À l'automne 1924, Curtis Welch, le seul médecin de la ville portuaire de Nome en Alaska, sonna l'alarme. Il n'y avait pas assez de médicaments contre la diphtérie. Une maladie très dangereuse et facilement transmissible qui était assez courante à l'époque. Le docteur Welch commanda donc un lot supplémentaire et espérait le recevoir avant l'hiver, car la ville allait être bloquée par la glace pendant 8 mois. Mais le bateau transportant le remède n'arriva pas à temps, et la communauté n'eut pas d'autre choix que d'attendre le printemps. Il n'y avait aucun signe d'épidémie à Nome, mais le docteur Welch était quand même sur ses gardes. En décembre, il examina plusieurs enfants qui avaient mal à la gorge, et bien qu'il ait exclu la diphtérie, ses soupçons continuaient de grandir. Jusqu'à ce que finalement, en janvier 1925, ceci se révèle fondé. Il diagnostiqua officiellement le premier cas de la maladie. Nome comptait environ 2000 habitants, mais 10 000 personnes supplémentaires vivaient dans les environs, et toutes risquaient de contracter la maladie. Le docteur Welch en parla à tous ceux qui étaient en mesure d'aider, et on forma un comité d'urgence. La ville fut mise en quarantaine. On réussit à mettre la main sur plus d'1 million de doses du remède, assez pour arrêter la propagation, et on les envoya en Alaska. Mais le vrai défi fut de les faire parvenir à Nome même. Le port était encore gelé, le chemin de fer se terminait à Nenana, à 1085 km de distance, et les avions de l'époque étaient incapables de voler dans les températures extrêmes de la région subarctique. Du coup, on se mit d'accord sur le fait qu'il n'y avait qu'une seule solution, les traîneaux à chiens. Les chiens de traîneau et leurs conducteurs, qu'on appelle des mushers, faisaient la fierté de l'Alaska. Ce sont eux qui, principalement, s'occupaient du courrier, car il n'y avait aucun autre moyen de transport permettant de parcourir la région. Pour la grande course de la miséricorde de 1925, on choisit donc les meilleurs mushers. Le docteur Welch calcula que le sérum ne pouvait pas être conservé plus de 6 jours dans ces conditions difficiles. Il fallait ensuite le faire dégeler. Les chiens devaient donc être aussi rapides que possible. Le meilleur musher était un dénommé Leonard Sepala et son chien de tête un husky sibérien nommé Togo. Ils vivaient à Nome et y étaient célèbres pour leur rapidité et leur endurance. Le remède devait être livré en train à Nenana et, de là, 2 équipes devaient se relayer. Une première équipe, chargée de la précieuse cargaison, partirait de Nenana, pendant que l'autre, partant de Nome, courait à sa rencontre. Le point de rencontre se trouvait presque à mi-chemin, dans la ville de Nulato. Sepala avait été choisi pour parcourir les 645 km aller-retour depuis Nome. Mais après son départ, on décida d'ajouter d'autres équipes au relais afin d'aller plus vite. On diviserait la course en étapes de 48 km à peu près. Mais Sepala n'était pas au courant, et cela faillit causer une catastrophe pour Nome. Sepala et son traîneau coururent aussi vite qu'ils le purent, coupant court par Norton Sound, une baie de la mer de Bering, dont la traversée était dangereuse à cause du mouvement de la glace. Il fut le seul musher à oser ce raccourci, et cela lui permit de gagner une journée entière de voyage. L'équipe réussit à traverser cette zone difficile, malgré une météo terrifiante. En effet, l'hiver 1925 fut le plus froid en 20 ans, avec des rafales de vent faisant chuter la température jusqu'à moins 73 degrés Celsius. Au bout de 275 km, Sepala, certain d'avoir encore près de 80 km devant lui, aperçut soudain un autre musher en difficulté avec ses chiens. Quand il passa devant lui, ne voulant pas ralentir, il entendit l'homme l'appeler à travers le vent et la neige. « Le sérum, je l'ai ici !» Les mushers venant de l'autre côté avaient été plus rapides que prévu. L'homme avait obtenu le remède plus d'1 jour en avance sur le programme initial. Et ce fut un pur hasard qu'il soit ainsi tombé sur Sepala. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, le remède aurait facilement pu être perdu, scellant le destin de Nome. Sepala prit la cargaison et fit demi-tour. La nuit tombait et il devait à présent parcourir la partie la plus dangereuse du voyage. Il accorda un court repos à ses chiens puis se décida. Il oserait à nouveau traverser Norton Sound. Les vents s'intensifièrent et un violent blizzard éclata alors que Sepala se trouvait à mi-chemin de Norton Sound. Il craignit de se perdre et de s'échouer sur une plaque de glace, mais Togo, son fidèle chien de tête, mena l'équipe en toute sécurité grâce à son odorat parfait. Et puis Sepala entendit un grincement inquiétant. Le pire était en train d'arriver. La glace bougeait sous leur traîneau. Si la banquise se mettait à bouger, l'équipe pouvait se retrouver en pleine mer. Ils ne savaient pas combien de kilomètres il leur restait à parcourir dans cette tempête de neige avec une visibilité presque nulle. Mais ils faisaient confiance à ses chiens et surtout à Togo, et ils poursuivirent.
La banquise continuait de se briser et Seppala était tellement déterminé à s'en sortir vivant qu'il fut presque surpris lorsque le voile de neige se leva soudainement et qu'il vit le rivage. Ils y arrivèrent. Mais il restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Ils atteignirent un relais routier de l'autre côté de Norton Sound et se reposèrent un peu. Puis, ils reprirent la course 4 petites heures plus tard. Togo, persévérant comme toujours, mena son équipe vers le mont Denali, une ascension de 13 km. Finalement, le traîneau arriva à la ville de Golovin, où il fut rejoint par un autre musher, à qui Seppala transféra sa cargaison. En tout, l'équipe avait parcouru plus de 420 km en 5 jours, battant largement tous les autres traîneaux. Toute la gloire aurait dû revenir à Togo pour ses efforts héroïques, mais il en fut autrement. La dernière étape d'un peu plus de 80 km fut parcourue par Gunnar Kaasen et son chien de tête Balto. Kaasen ne devait parcourir que la moitié de cette distance en fait, mais en arrivant trop tôt à son point de relais, il trouva le musher suivant endormi. Pour ne pas perdre de temps, il décida de continuer et de livrer les médicaments lui-même. Balto semblait d'accord, il était encore en pleine forme, malgré un long voyage dans le blizzard et le froid glacial. C'est ainsi que le 2 février, à 5h30 du matin, le remède arriva à Nome. Il fut prêt à être utilisé quelques heures plus tard. Les citoyens fous de joie accueillirent Kaasen et Balto avec des hurrahs. Peu de temps après, leur renommée s'étendit au-delà de la ville et même de l'Alaska, faisant du musher et de son chien des célébrités dans tout le pays. Chacun des participants à la course reçut un prix et les félicitations du président. Mais la renommée de Balto fut immense. Il reçut une clé symbolique en forme d'os de la ville de Los Angeles. On lui érigea une statue à New York et il joua même dans un film. Et 70 ans plus tard, un dessin animé basé sur ces événements fut produit par Disney. Togo fut lui aussi célébré, mais son rôle dans ce que l'on appela la grande course au sérum ne fut pas aussi largement reconnu. L'année suivante, Seppala et son chien de tête voyagèrent dans de nombreux États, attirant partout des foules enthousiastes. Finalement, ils décidèrent de s'installer dans la ville de Poland Spring, dans le Maine, où Seppala ouvrit un chenil de husky sibérien. Togo y vécut dans l'amour et le respect jusqu'à la fin de sa vie en 1929. 3 ans plus tard, Leonard Seppala vendit son chenil et retourna en Alaska pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver en tant que conducteur de chien de traîneau. Son équipe remporta la médaille d'argent. De ces événements, il ne dit qu'une chose. Il était heureux que tout se soit bien passé, mais regrettait que Togo n'ait pas été reconnu comme le véritable héros de la grande course au sérum. Il aurait sûrement été heureux de savoir qu'avec le temps, ce brave chien a finalement reçu les honneurs qu'il méritait, plus qu'aucun autre. Voilà, tu sais tout. Nous sommes en hiver 1980. Nous nous trouvons dans la petite ville de Lyngby. Jean Hilliard, 19 ans, rentre chez elle en voiture après avoir rencontré un ami. Elle prend un raccourci et s'engage sur une route glissante et verglacée. Dans l'obscurité, elle perd le contrôle de sa voiture à traction arrière. Le véhicule s'écrase dans un fossé. Clignotant d'urgence, chute de neige, nuit et gel intense. Jean sort du véhicule. Elle ne porte qu'un léger manteau d'hiver, des moufles et des bottines. La température de l'air est beaucoup plus basse que dans un congélateur. Jean est sûre que son ami habite tout près, alors elle marche dans cette direction. Elle grimpe une haute colline et se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Il semble qu'elle se soit perdue. La jeune fille erre sur quelques kilomètres de plus et remarque au loin la maison de son autre ami. Frigorifiée, elle s'y dirige. Puis, tout devient noir. Jean perd connaissance. Le lendemain matin, un éleveur du nom de Wally Nelson se réveille de bonne humeur. C'est la saison des fêtes. Dehors, la nature ressemble à un conte de fées hivernal. Il sort de chez lui et remarque le corps de Jean Hilliard gisant à quelques mètres de son porche. Wally s'approche de la jeune fille, la secoue et est horrifié. Son corps est raide et froid comme du bois gelé. Ses yeux sont ouverts et ne bougent pas. Ses cheveux sont congelés. Elle n'a pas l'air vivante. Mais Wally voit qu'elle respire encore. Jean a réussi à survivre.
Wally veut la mettre dans sa voiture pour l'emmener chez le médecin. Mais le corps de la fille ne se courbe pas et ne peut pas entrer dans la voiture. Il a l'impression de porter une statue. Il prend une voiture plus grande et se précipite à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins prennent Jean en charge, mais ils pensent qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sa main est si gelée et si dure qu'aucune aiguille ne peut la pénétrer. Une température basse, des yeux vitreux et des muscles rigides comme la pierre sont les effets de ce mode d'urgence. Son corps a dirigé tout le sang vers les organes vitaux pour assurer leur fonctionnement. C'est pourquoi d'autres parties de son corps semblent sans vie et sa peau et ses muscles ne réagissent à rien. Les médecins décident de mettre des coussins chauffants sur la jeune fille pour la réchauffer. La famille espère qu'elle se rétablira. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Les engelures sont très dangereuses, car tous ces fluides gelés commencent à se dilater. Remplissez une petite bouteille d'eau et mettez-la dans un congélateur pendant quelques heures. Sortez-la ensuite et vous verrez que la bouteille semble s'être dilatée, voire s'être fissurée, en raison de l'augmentation du volume de liquide. La même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'elle gèle, ces particules se transforment en cristaux de glace et déchirent les membranes cellulaires. Les fragments de glace peuvent s'étirer et détruire les tissus. C'est ce qu'on appelle des gelures. En outre, notre corps peut ralentir tous ces processus internes dans des conditions de froid extrême, afin d'économiser ses forces et son énergie. Le cœur produit moins de battements et les poumons cessent de consommer autant d'oxygène. Le métabolisme ralentit. C'est ce qui est arrivé à Jean, et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Elle est restée allongée dans la neige par grand froid pendant environ 6 heures. Mais pourquoi les particules de glace n'ont-elles pas commencé à détruire ses membranes cellulaires? Comment son corps a-t-il résisté à de tels dommages et réussi à survivre? De retour à l'hôpital, les médecins sont heureux de voir Jean se rétablir. Le sang chaud se répand dans les vaisseaux gelés et ramène son corps à la vie. Étonnamment, les cristaux de glace n'ont pas endommagé ses muscles ni sa peau. Quelques heures plus tard, la jeune fille reprend conscience. À midi, elle commence à parler. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir marché jusqu'à la maison de son ami, puis s'être réveillée à l'hôpital. Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que la voiture de son père gît quelque part dans un fossé. Il s'avère que la jeune fille est tombée et a rampé à 4 pattes jusqu'à la maison de Wally Nelson. Elle ne s'en souvient pas. Mais apparemment, son cerveau a activé l'instinct de survie cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ramper sur les derniers mètres. Jean s'est évanouie devant la porte et est restée là pendant 6 heures. Les médecins examinent la jeune fille et constatent qu'elle est en parfaite santé. Elle sort bientôt de l'hôpital. Ce cas n'est pourtant pas unique. Un professeur en médecine d'urgence, David Plummer, a déclaré qu'il avait vu environ 12 cas similaires au cours des 10 dernières années, où des patients avaient survécu à de graves gelures. Jean rentre chez elle et découvre qu'elle est devenue célèbre. Les gens écrivent sur elle dans les journaux, veulent l'interviewer et même produire des documentaires. Son cas a attiré l'attention de nombreux médecins dans le monde entier. Mais personne n'a été en mesure de découvrir exactement comment elle a réussi à survivre. Dans le cas des êtres humains, de telles guérisons semblent absolument miraculeuses. Mais de nombreuses créatures du monde naturel peuvent adapter leur corps à des conditions extrêmes. L'une d'entre elles est la grenouille arboricole. Ces créatures vivent principalement dans les régions tempérées et tropicales d'Eurasie. Elles doivent parfois faire face au froid. Leur corps injecte donc du glucose dans leur circulation sanguine lorsqu'elles se sentent gelées. Et le contenu de leurs cellules se transforme en sirop. Le sucre abaisse le point de congélation de l'eau. Ainsi, les grenouilles arboricoles se sont adaptées à de telles conditions. L'eau à l'extérieur de leurs cellules peut toutefois geler. Leur corps peut même devenir aussi dur que de la glace, mais elles resteront bel et bien en vie. Puis, lorsqu'il fait plus chaud, elles récupèrent complètement. Le sang remplit leur corps et met tous leurs muscles en mouvement. Mais l'un des animaux les plus étonnants qui soit capable de résister à des températures glaciales est le poisson des glaces. Il est transparent et ressemble un peu à une méduse. Il nage dans les eaux sombres et froides de l'Antarctique. Le poisson des glaces s'y sent bien, grâce à l'antigel contenu dans son sang. Plus précisément, il s'agit d'une substance unique qui possède les mêmes fonctions que l'antigel.
Ce liquide ne permet pas aux cellules, aux organes et à l'ensemble du corps de l'animal de geler. Il n'y a pas de globules rouges dans le sang du poisson qui transporte l'oxygène dans tout son corps. C'est le seul vertébré à posséder un tel pouvoir. Il existe sur notre planète des organismes qui utilisent le froid pour prolonger leur vie. Des scientifiques en ont trouvé dans les glaces de Sibérie. Il s'agit de créatures multicellulaires microscopiques, comme de petits vers, qui pourraient normalement survivre dans un congélateur pendant environ 10 ans. Mais ces vers de Sibérie avaient environ 24 000 ans. Les scientifiques les ont transportés au laboratoire et les ont décongelés. Et les vers sont revenus à la vie et ont commencé à se multiplier immédiatement après tous ces siècles de sommeil. Leur corps peut entrer en cryptobiose. C'est le cas lorsqu'un organisme entièrement congelé conserve des fonctions vitales minimales. L'analyse a montré que les vers pouvaient rester dans ce mode pendant des dizaines de milliers d'années. Et il y a beaucoup de ces créatures sur notre planète. De plus, celles-ci figurent parmi les plus résistantes aux radiations qui soient. Elles sont pratiquement invulnérables. Mais revenons à notre histoire. Il est possible que le corps de Jean Hilliard soit entré dans un bref état de cryptobiose. Peut-être qu'il se trouvait un liquide résistant au gel dans le sang de la jeune fille. Mais personne n'en est sûr. Aujourd'hui, elle mène une vie ordinaire et ne se souvient presque pas de l'incident. Des recherches plus approfondies sur ce sujet peuvent aider les scientifiques à créer des médicaments spéciaux qui pourraient aider en cas de température glaciale. Imaginez que vous puissiez sortir en toute sécurité en hiver, simplement vêtu d'un t-shirt et d'un short. De la vapeur se dégagerait de votre corps et la glace sous vos pieds fondrait. Vous auriez chaud à l'intérieur. Ce n'est peut-être qu'un beau rêve, mais de façon réaliste, les fabricants de manteaux d'hiver ne le permettraient jamais, bien entendu.